beaucoup. On a parlé effectivement de lutte dans le secteur de la métallurgie aussi. Et en parlant de métallurgie, j'aimerais vraiment que vous fassiez un bel accueil à une ouvrière automobile qui est donc issue de ce secteur, déléguée syndicale. Donc elle sait aussi ce que c'est que la lutte. J'aimerais que vous fassiez un peu de bruit pour Delphine Bitorel qui arrive tout de suite. Bonjour Delphine. Rapproche-toi, voilà, que tout le monde te voit bien, super. Alors aujourd'hui, en France, on peut le dire, hein, c'est un secret pour personne, les salaires stagnent. C'est un euphémisme que de le dire. Les négociations par branche sont au point mort, on en discutait aussi tout à l'heure, alors que les dividendes, eux, ils explosent. La priorité pour les salariés, est-ce que justement ce ne serait pas l'augmentation des salaires? Bonjour à tous. Je suis syndicaliste dans l'industrie et tous les jours je vois des salariés qui n'en peuvent plus de travailler durement. À partir du 15 du mois, il y en a qui ne peuvent même plus payer leurs factures, même plus un resto pour leurs conjoints ou leurs enfants. Pourtant la France est riche, mais entre la richesse produite pour le travail du plus grand nombre va directement dans la poche d'une minorité qui accumule du capital. Comment peut-on vivre aujourd'hui dignement avec une fiche de paye à moins de 1 500 € net, avec une allocation chômage de 900 €, avec des emplois précaires? Oui, il faut augmenter les salaires, ça c'est clair. Mais nous, on ne demande pas l'aumône. Toutes les primes défiscalisées, on n'en veut pas. On veut un vrai SMIC, on veut une vraie augmentation de salaire. De plus, il faut vraiment que l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau salarial se mette en place dans toutes les entreprises. Ce n'est pas normal qu'une femme ait payé moins qu'un homme. Il faut changer le modèle social et économique et lutter contre la course au profit et au court terme. Augmenter les salaires, mais des salaires socialisés, avec un bon niveau de cotisation pour mieux financer la sécurité sociale, l'allocation chômage et les retraites. Super, merci beaucoup Delphine. T'as du succès, hein. Fabien Roussel propose justement la création d'1 million d'emplois dans l'industrie. Est-ce que, selon toi, produire à nouveau en France, justement dans la filière du durable, c'est une stratégie aussi pour lutter contre le chômage? Le chômage de masse est un fléau. Et quand même bien, le nouveau gouvernement annonce des baisses historiques du nombre des privés d'emploi. Mais il reste quand même 6 millions de Français qui cherchent un travail tous les jours. Depuis des années, le patronat et les marchés financiers ont détruit notre emploi, nous, en France, délocalisés, sont partis ailleurs. Il faut vraiment que les entreprises reviennent chez nous, car nous sommes capables de produire français, et nous le savons tous. Nous produisons à l'autre bout du monde ce que nous consommons en France et en Europe. Dans les secteurs très stratégiques pour les pays dans la transition écologique, il y a des millions d'emplois à créer dans l'industrie. Et j'en fais partie, et c'est clair, je fais partie d'automobile, les voitures françaises doivent être produites en France. Dans les énergies d'avenir, dans l'industrie du médicament, dans l'environnement, dans l'aide aux personnes et du service public. Super, merci. Merci beaucoup Delphine. J'ai forcément une dernière question. Du coup, qu'est-ce que tu attends du prochain président de la République ? Moi, étant mère de famille avec 2 enfants célibataires, j'attends beaucoup de choses du prochain président. J'attends du futur président qu'il prenne réellement à bras le corps la question de la répartition des richesses et du partage du travail. J'attends du futur président qu'il donne un avenir au pays, un avenir aux jeunes, des rémunérations et des conditions de travail décentes aux travailleurs, des pensions valorisées à nos retraités. Et puis je veux un président qui engage le pays dans la voie du progrès et de la démocratie, comme dans les grands moments de l'histoire de France. Cette France qui s'est battue et a résisté pour défendre les valeurs d'une république sociale, la liberté, l'égalité, la fraternité et la solidarité. Car aujourd'hui, la solidarité manque en France. Les salariés ne sont plus du tout solidaires. Parce que les travailleurs du monde entier ne veulent pas la concurrence et la compétition entre eux. J'attends aussi de notre futur président qui défende sur la scène internationale l'idée de la coopération économique, de l'harmonisation sociale par le haut, du partage des savoirs et des savoir-faire. Et bien sûr qu'ils défendent la paix et le développement. Et vive Fabien Roussel! Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup, merci. Évidemment, comment ne pas demander au monde très éprouvé par la période que nous venons de vivre
de prendre place sur la scène. Bien sûr, comment ne pas faire appel au monde de la santé. Je demande à Camille, qui travaille à l'hôpital, de bien vouloir nous rejoindre pour parler de la situation à l'hôpital. Camille, merci. Camille, quelle est la situation aujourd'hui de l'hôpital après la période que nous venons de vivre et les déclarations nombreuses que nous avons pu entendre? Je pense que je vais surprendre personne en disant que c'est difficile. C'est pas nouveau, ceci dit, hein, ça fait longtemps que c'est difficile. Il y avait déjà des mobilisations en 2019. Mais voilà, là, dernièrement, il y a eu le Covid, ça nous a beaucoup éprouvé. Il y a eu un épuisement physique, un épuisement psychologique. Et il y a eu de l'espoir aussi. Parce qu'on s'est dit, après ça, ça va bouger. C'est pas possible que ça reste comme c'était déjà. Et puis, en fait, non. Non, là, on revient sur ce que c'était la situation d'avant le Covid. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui se sont protégées, qui sont allées travailler ailleurs, qui ont quitté leur poste, et on ne peut pas leur en vouloir. Certains sont partis dans le privé, certains sont partis sur des soins de ville, d'autres ont changé de métier. Et le souci, c'est que du coup, les besoins de soins restent les mêmes, hein. Il y a toujours autant de malades, toujours autant de besoins de soins, et en face, il n'y a plus suffisamment de personnes pour occuper ces postes à l'hôpital, donc il y a beaucoup de fermetures de lits. Ça dépend des services. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, par exemple la gériatrie. Souvent, quand on a besoin de soignants dans un service de soins d'urgence ou de neurologie, choses comme ça, on va aller chercher les soignants et ça peut être au détriment de d'autres soins qui sont tout aussi importants. Donc, c'est pas une situation acceptable. Ça, bien sûr, c'est toujours une question d'argent, c'est toujours une question de budget. Et ça, c'est décidé très en amont. Loin des soins. Mais oui, je pense que ce sont des paroles fortes que tu viens de prononcer là. Néanmoins, il y a quand même eu une mobilisation importante des soignants et vous avez arraché quand même le Ségur. Aujourd'hui, est-ce que ce Ségur, il est malgré tout à la hauteur des attentes de ce que la France aujourd'hui peut attendre d'un service public dans le domaine de la santé? Non, bien sûr. Alors, les revalorisations de salaire, même si là, c'était pas ce qu'on demandait non plus, évidemment, on crache pas dessus, hein, d'avoir un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois, c'est toujours un plus. Néanmoins, c'est pas seulement une question de salaire. Disons que les salaires, on pourrait voir ça comme la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a en dessous. Il y a les conditions de travail, il y a les moyens, il y a les infrastructures dans lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'on peut accueillir les patients? Et ça, c'est pas les 183 € et quelques petits trucs en plus qui vont le régler. Que tout le monde n'a pas eu, effectivement, le médico-social n'a pas été reconnu là-dedans. Il y a des soignants qui sont venus en Île-de-France, d'autres régions, pour prêter main forte au moment du Covid. Et parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes régions, ils n'ont pas eu les primes et certaines revalorisations. Donc c'est tout à fait injuste, avec une grosse disparité au niveau des droits qui ont été donnés, qui ont été arrachés. Et finalement, disons, tout à l'heure tu me disais que les lits, on continuait à avoir des fermetures de lits aujourd'hui, c'est ça? Oui, il y a des fermetures de lits toujours. Il y a toujours des soignants qui tentent de tenir, mais qui pensent arrêter, qui essaient de se battre. Mais on ne peut pas lutter contre un épuisement, on ne peut pas lutter quand il n'y a pas de perspective non plus. Quand on voit que ça continue et qu'il n'y a rien en face, quel que soit le cri d'alerte qu'on pousse, c'est... voilà. Ce que tu nous expliques, c'est que derrière les grands discours, on assiste toujours à une forme de démantèlement du service public de la santé. Complètement. Je pense que ça va en faveur du privé, puisqu'il y a des soignants qui partent dans le privé en espérant des meilleures conditions de travail. Sauf que ça ne peut pas continuer, puisque nous, notre logique à l'hôpital public, c'est d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, quelles que soient les sources de revenus des personnes, leur origine, leur langue maternelle, etc. Et ça on ne peut pas faire l'impasse dessus. Il faut qu'on le sauve, il faut qu'on le garde. Bon, on t'entend dans ces conditions. Les luttes sociales vont être nécessaires et indispensables pour améliorer les choses, mais évidemment, on ne pourra pas faire l'impasse sur les luttes et les enjeux politiques. Et donc, de ce point de vue, qu'est-ce que tu attends, toi, du prochain président de la République? Alors, ce qu'on attend, principalement, ça va être évidemment les salaires, parce que toujours, on a besoin de cette reconnaissance, on doit pouvoir boucler les fins de mois, mais la façon générale de financer les soins est à revoir. Là, on a des budgets fermés. C'est pas quelque chose qui peut permettre de soigner, parce que les soins c'est cher, on peut avoir des crises sanitaires, on peut avoir des choses imprévues et il faut avoir des moyens derrière. Donc il faut aller chercher l'argent là où il est pour le placer là où on en a besoin. Les soins, on en a besoin. Merci beaucoup Camille. Merci.
Merci beaucoup. Effectivement, le secteur de la santé, surtout après tout ce qui s'est passé, après cette pandémie, on se dit mais comment est-ce qu'on comprend toujours pas que c'est essentiel, qu'il faut arrêter d'avoir une logique libérale complètement stupide qui est contre les besoins de la population. Et aussi, ce qu'on a vu pendant cette pandémie, l'autre parmi les secteurs et les personnes qui étaient le plus en difficulté, c'était la jeunesse. On a vu la jeunesse faire la queue dans les centres de distribution alimentaire. Enfin, je sais pas, dans un pays aussi riche que la France, c'est une aberration et je pense que ça mérite évidemment toute notre colère. Et surtout, je pense que la meilleure personne pour en parler de cette colère et des luttes en la matière, c'est un autre porte-parole de Fabien Roussel, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes, Léon Desfontaines. Merci, bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je viens vous parler jeunesse. En 1935, Paul Vaillant-Couturier écrivait « Le malheur d'être jeune ». Il a écrit ce livre à la suite de milliers de lettres qu'il a reçues de jeunes témoignant de la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait. 9 décennies plus tard, le cri d'alarme reste le même. Les vidéos ont été remplacées par les lettres, mais ce cri de détresse de la jeunesse reste inchangé. Je vous parle de Maxime, 23 ans, originaire de Picardie, diplômé d'un CAP en menuiserie. Il n'a pas le permis, ça coûte trop cher. Et depuis 5 ans, il enchaîne les missions d'intérim et le chômage. Pourtant, il rêve de trouver un emploi qui corresponde à ses aspirations. Je vous parle de Sarah, 22 ans, habitante de Gennevilliers, ancienne étudiante à Paris 8 en droit, qui a arrêté ses études parce qu'elle n'arrivait pas à enchaîner ses cours et son travail à McDo. Engagée pour la justice depuis le plus jeune âge, elle se rêvait pourtant d'être avocate. Je vous parle de Thomas, 19 ans, passionné de sport, il rêvait d'être prof d'EPS. Mais Parcoursup est passé par là et aucun de ses vœux en STAPS n'a été accepté. Aujourd'hui, il est en géographie, il décroche. Ces 3 portraits de jeunes aux réalités bien différentes ont tous un point commun. Ils avaient des rêves, des aspirations, des idées pleines la tête, une farouche envie d'être utiles. Mais le système a broyé tout leur potentiel transformateur et les a contraints à abandonner leurs projets. Cette histoire, c'est l'histoire de la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, pleine de rêves, qui aspirent au changement mais qui se retrouvent bloqués par un système dépourvu d'humanité. Alors désabusés, ils sont de plus en plus nombreux à s'éloigner des élections et de la politique. Mais qui peut leur en vouloir? Car voilà trop d'élections présidentielles maintenant qu'aucun candidat ne parle d'eux. Mais cette fois-ci, il y a une différence. Cette fois-ci, nous avons un candidat qui parle d'eux, qui veut faire de la jeunesse et du monde du travail ses 2 priorités. Je parle d'un candidat honnête, droit, sincère, populaire, qui n'a aucun sujet tabou. Ce candidat vient bousculer le monde politique avec ses revendications novatrices, ambitieuses et réalistes. J'ai nommé bien évidemment Fabien Roussel. Le connaître, c'est voter pour lui. Alors vous qui êtes présents, nous savons ce qu'il reste à faire. Témoignons de ce que nous entendrons. Discutons-en autour de nous et allons convaincre un à un celles et ceux qui n'y croient plus ou qui hésitent. Montrons-leur que la politique peut parler de nous, de nos réalités, que l'engagement politique peut changer notre quotidien. Réenchanter la politique, réenchanter l'engagement. Voilà notre défi, voilà le défi des jours heureux.